Ramener les dinosaures à la vie semble tenir de la science-fiction. Pourra-t-on réellement relever ce défi un peu fou? Pour y arriver, il faudrait trouver de leur ADN. Est-ce envisageable? La première tentative a eu lieu en 1992, quand Raoul Cano et Hendrik Poinard ont imaginé une curieuse expérience. Leur but était d'obtenir l'ADN d'un insecte préhistorique. Il était pris dans un bloc d'ambre, une résine végétale fossilisée, dure et transparente. Quelques années plus tôt, c'est justement cette éventualité qui fut le point de départ du scénario de Jurassic Park. Voici une abeille mélipone âgée de 25 ou 30 millions d'années. Ça, c'est une fourmi. On voit la tête, le thorax et l'abdomen. Ça, c'est une mouche. Ces tissus sont très bien conservés. Ce sont des insectes comme ceux-ci qui ont inspiré Jurassic Park, parce qu'on s'est dit qu'ils avaient pu sucer le sang d'un dinosaure et préserver son ADN. Mais la réalité diverge de la fiction. Mettre cette idée en pratique semble impossible. Raoul Cano a donc décidé d'utiliser une nouvelle technique capable de détecter jusqu'au plus petit bout d'ADN. Il a commencé par stériliser l'ambre, puis a ajouté de l'azote liquide à très basse température. L'azote liquide se met à bouillir et l'ambre va devenir très froid et se fissurer. Maintenant, on a accès à l'insecte qui se trouve à l'intérieur pour recueillir un échantillon. Il a ensuite broyé les tissus, puis ajouté des substances chimiques afin de multiplier les fragments d'ADN pour pouvoir les détecter sur un gel. Après de nombreux essais, il est parvenu à récupérer une petite séquence d'ADN sur une abeille vieille d'environ 40 millions d'années. Peu après, les chercheurs du Muséum américain d'histoire naturelle ont annoncé qu'ils avaient extrait l'ADN d'un termite fossile. La réalité commencerait-elle à rejoindre la fiction? Récupérer de l'ADN de dinosaures semble désormais possible? Sur le moment, c'était extraordinaire. On jubilait d'avoir fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. On est resté longtemps sur un petit nuage. Mais l'euphorie a été de courte durée. Au cours des années suivantes, toutes les tentatives pour répéter l'expérience ont échoué. Les fragments recueillis étaient peut-être le fruit d'une contamination. Les analyses ADN sont en effet extrêmement délicates. Il faut être très vigilant pour ne pas introduire dans l'échantillon de l'ADN présent dans l'environnement, ou sur vos lèvres, vos cheveux ou vos vêtements. Il y a toujours le risque d'amplifier les mauvaises molécules. La piste de l'ADN conservé dans l'ambre a alors été abandonnée. Mais depuis, les chercheurs sont parvenus à extraire de plus grands fragments d'ADN fossiles. Sur un mammouth vieux de 40 000 ans, et sur des hommes de Néandertal vieux de 45 000 ans. Alors pourquoi pas sur un dinosaure? Le problème est que l'ADN est fragile. Quand les dinosaures se fossilisent, leur ADN se dégrade sous l'action des bactéries, de l'eau, des changements de température ou du rayonnement cosmique. Selon de nombreux chercheurs, l'ADN ne peut pas survivre plus de quelques millions d'années. Ramener les dinosaures à la vie semble donc impossible. Mais un jour, un nouvel espoir a surgi, en prélevant cette fois l'ADN directement sur un dinosaure. Le célèbre paléontologue Jack Horner a été conseiller scientifique pour le film Jurassic Park. Il a découvert les premières preuves de comportements parentaux chez les dinosaures. Et il a été un pionnier dans l'utilisation de techniques de pointe comme la cartographie par laser. Mais il est aussi à l'origine d'une autre avancée majeure. En 2003, dans le Montana, lui et son équipe ont mis au jour un squelette de tyrannosaure remarquablement bien conservé.
Le site était tellement isolé qu'il a fallu transporter les ossements par hélicoptère. Et le fémur était si lourd qu'il a fallu le casser en deux. Généralement, on ne fait pas ça. Mais on n'a pas eu le choix. C'était la seule façon de le sortir de là. Jack Horner a donné un morceau du fémur à la paléontologue Mary Schweitzer. Celle-ci a immédiatement noté la présence d'une structure inhabituelle. Elle ressemblait à un type particulier d'os qu'on ne trouve que chez les oiseaux femelles qui s'apprêtent à pondre. Avec son assistante, Jennifer Whitmire, Mary Schweitzer a tenté une expérience insolite. Plonger cette matière osseuse dans une solution acide pour dissoudre les minéraux présents à la surface. Et 6 heures plus tard, surprise. Mon assistante a été stupéfaite. Quand elle a pris le fragment entre des pinces pour le plonger dans l'eau et stopper la réaction, il s'est étiré, puis rétracté comme un élastique. C'était totalement inhabituel. Cela faisait penser à des tissus mous. Trouver des tissus mous était inimaginable. On supposait que tout avait été fossilisé, donc il ne pouvait pas y en avoir. L'examen de l'os a réservé d'autres surprises. J'ai vu apparaître des vaisseaux sanguins. C'était incroyable. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et j'ai recommencé l'expérience plusieurs fois. C'est un moment fabuleux dans la vie d'un scientifique. Ça n'arrive pas très souvent. En effet, des ossements fossilisés ne devraient pas contenir de vaisseaux sanguins. Les molécules organiques ne sont pas supposées survivre plus de 100 000 ans. Or, cet os a 68 millions d'années. La présence de tissus mous et de cellules montre qu'il y a un processus qui nous a totalement échappé. Ça nous oblige à réexaminer le mécanisme chimique de fossilisation des os. Mary Schweitzer et Jack Horner se mettent alors en quête d'autres tissus mous. Les ossements conservés dans les muséums contiennent peut-être des tissus de dinosaures, avec des protéines ou même de l'ADN. À l'université du Montana, ils dénichent un spécimen prometteur. C'est dommage. On voit qu'il a fallu beaucoup de temps et de travail pour le reconstituer. Et là, on va le casser. Peu importe qu'il soit bien conservé ou bien reconstitué, il faut examiner l'intérieur. Ici. Oui, ça me paraît bien. Leurs outils de travail, un marteau et un burin. Bon, on va tirer. Prête? Allons-y. Après traitement, cet os semble lui aussi contenir des tissus mous. Reste à le prouver. Pour cela, Mary Schweitzer se sert d'un microscope électronique. À un grossissement de 4000, elle voit apparaître de minuscules structures. Elles sont préservées à un tel niveau de détail que ce ne sont sûrement pas des restes minéralisés. En fait, cela ressemble aux cellules dont les os sont constitués. Ceci est un ostéocyte, une cellule osseuse. Les ostéocytes sont très reconnaissables parce qu'ils ont de petits prolongements cellulaires appelés phylopodes, ce qui veut dire petits pieds. On peut les suivre jusqu'au corps de la cellule, où ils se ramifient. L'os semble bien avoir conservé des tissus mous. Il devrait permettre de mieux comprendre la biologie des dinosaures, et il contient peut-être même de l'ADN. À ce stade, je pense que tout est possible. Si c'est le cas, pourrait-on s'en servir pour recréer ces créatures disparues? C'est peu probable. On n'obtiendrait sans doute que de minuscules fragments de leurs gigantesques molécules d'ADN. Même si on pouvait trouver de petites séquences d'ADN, et en espérant qu'il s'agisse à chaque fois de séquences qu'on n'avait pas encore, les chances d'en trouver assez pour fabriquer un dinosaure sont proches de zéro. Le scénario de Jurassic Park ne se réalisera donc jamais. Du moins, pas de cette façon.
Mais aujourd'hui, une autre méthode fait renaître l'espoir de contempler un dinosaure en chair et en os. Jack Horner sait que la piste de l'ADN est une impasse. Mais les progrès de la génétique ouvrent de nouveaux horizons. Pour voir un jour un dinosaure, il y a une possibilité. Partir d'un oiseau et travailler à l'envers. C'est-à-dire sur l'évolution, mais à rebours, en utilisant l'ADN ancestral d'un oiseau et en actionnant les bons leviers, on pourrait théoriquement le transformer en dinosaure. Cette idée repose sur une hypothèse controversée, celle selon laquelle les dinosaures auraient des descendants vivants, les oiseaux. À première vue, les deux ne se ressemblent pas. Pour certains chercheurs, même s'ils ont évolué à partir d'un ancêtre commun, ces animaux ne sont pas directement apparentés. Mais pour Jack Horner, les différences s'estompent après un examen plus approfondi. Dans les années 1990, on a découvert en Chine de nombreux dinosaures enfouis sous une fine couche de cendres. Celle-ci avait préservé certains détails. Des griffes rétractables, des dents ou encore des plumes. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui caractérise un oiseau? On pense immédiatement aux plumes. Mais certains dinosaures en avaient. Donc ce n'est pas propre aux oiseaux. Ensuite, on pense aux os creux. Mais les dinosaures théropodes en avaient aussi. Des œufs oblongs, les dinosaures en avaient aussi. Et la liste n'en finit pas. Presque toutes les caractéristiques que les oiseaux possèdent, les dinosaures les avaient avant eux. Aujourd'hui, la plupart des paléontologues pensent que les oiseaux descendent des raptors, un groupe de théropodes qui comprenait le vélociraptor. Salut toi, viens par ici. Pour Jack Horner et certains de ses collègues, il y a un moyen infaillible de prouver que les oiseaux viennent des dinosaures. Remonter le cours de l'évolution et créer un dinosaure à partir d'un oiseau. Ça paraît farfelu, mais quand on voit combien de caractéristiques ils ont en commun, ce serait en fait plutôt facile. Facile peut-être, mais comment? Selon certains chercheurs, l'ADN des oiseaux contiendrait une mémoire génétique. La plupart des gènes porteurs des caractéristiques des dinosaures s'y trouveraient donc toujours. Ils seraient en quelque sorte simplement endormis ou légèrement modifiés. Cette affirmation s'appuie sur une découverte récente, liée à l'un des plus grands mystères de la science. La façon dont une cellule unique se développe pour former un organisme complexe, que ce soit un dinosaure ou un homme. Notre ADN humain est une immense molécule. Les biologistes ont donc longtemps supposé que nous possédions environ 100 000 gènes. Ils ont dû revoir leur jugement quand le génome humain a été décodé. Sean Carroll est généticien. On pensait que l'homme avait 100 000 gènes et les animaux 20 ou 30 000. Plus maintenant. Dès qu'on a commencé à séquencer le génome humain, on a compris qu'il était très semblable à ceux des autres animaux. Ça a été une leçon d'humilité. Curieusement, seuls 5% de notre ADN contiennent des gènes actifs. Les 95% restants ont été baptisés ADN poubelle. Ils contiennent des séquences répétées dont la fonction est inconnue et des gènes porteurs de mutations mais inactifs, donc sans conséquences néfastes. C'est comme le bazar accumulé dans votre jardin. Tant que vos voisins ne s'en plaignent pas, vous ne le jetez pas. Pareil pour la sélection naturelle. Malgré notre remarquable complexité, nous ne possédons qu'environ 20 000 gènes. C'est à peu près autant que les autres mammifères, les reptiles, les oiseaux,
ou les dinosaures. Mais il y a plus étonnant. La morphologie d'un animal est contrôlée par un très petit nombre de gènes. Une seule mutation peut donc entraîner une transformation radicale, comme l'explique Sean Carroll. Cette mouche est une mutante. Elle présente une mutation spectaculaire. Ses antennes ont été remplacées par des pattes. Sur sa tête, elle possède en effet de petites pattes. Voici une autre mutante. Cette mouche-ci a de belles ailes. Et voyez la mutante? Pas d'ailes. Ces mutations montrent que chez la mouche, 8 gènes seulement façonnent les principales parties du corps. On les appelle les gènes OX. Quand chacun de ces gènes s'active, il indique à d'autres où former des portions de la tête, des pattes, de l'abdomen et des autres organes. Un tout petit bout du chromosome de la mouche contient tous ces gènes architectes. Autre surprise encore plus grande. Les autres animaux ont aussi des gènes OX très similaires. D'après ce qu'on sait, la même boîte à outils a permis de fabriquer tous les vertébrés. Les poissons, les dinosaures, les éléphants, les souris, et nous les hommes. C'est peu de dire que cette découverte a ébahi les biologistes. En tout, 1 millier de gènes seulement contrôlent l'architecture corporelle de tous les vertébrés. De petits changements peuvent donc avoir des effets considérables. En 1994, Sean Carroll a montré que des espèces étroitement apparentées, comme les dinosaures et les oiseaux, avaient encore plus de gènes que cela en commun. Il a découvert que le papillon utilisait l'un de ces gènes du développement de plusieurs manières. Chez la chenille, ce gène dit au corps où former des antennes et des pattes. Mais quand la chenille se transforme en papillon, ce même gène dit cette fois aux ailes où faire apparaître des taches. Regardez bien les taches vertes. Voilà. Chacune devient cette région blanche, le centre de chaque œil. Dans l'ensemble, c'est comme ça que l'évolution fonctionne, en faisant du neuf avec du vieux. Ce phénomène expliquerait l'un des plus grands mystères de l'évolution, l'acquisition de nouvelles caractéristiques. Souvent, ce n'est pas en acquérant de nouveaux gènes que de nouvelles espèces apparaissent. Elles utilisent juste leurs gènes différemment et changent le moment ou le lieu où ils s'activent et se désactivent. Ainsi, l'ADN d'un oiseau est bien plus proche de celui de ses ancêtres dinosaures qu'on ne le pensait. Les gènes d'un oiseau sont très similaires à ceux d'un dinosaure. Il n'y a que l'emploi des gènes du développement qui change. Il existe une continuité génétique entre les oiseaux et les dinosaures. Ce sont de petites modifications au cours du développement qui font la différence entre un poulet et un tyrannosaure. Ces découvertes mènent donc à une conclusion surprenante. Le génome d'un oiseau est fondamentalement identique à celui d'un dinosaure. Il suffit de le manipuler un peu et on devrait obtenir un dinosaure. Faire revivre les dinosaures paraît soudain bien plus facile. Grâce à ces découvertes, Jack Horner se reprend à rêver. Les oiseaux portent la mémoire génétique de leurs ancêtres. On peut donc reconstituer les caractéristiques des dinosaures à partir des oiseaux. Cette idée est confortée par certaines expériences déjà en cours. L'une d'elles est menée par Hans Larsson de l'université McGill à Montréal. Le but: comprendre comment la queue des dinosaures s'est transformée il y a plus de 150 millions d'années pour donner celle des oiseaux. Cet albertosaure est un parent du tyrannosaure. Il possède une queue qui commence ici, aux hanches, et comprend environ 35 vertèbres.
Si on prend le tout premier oiseau, l'Archéoptérix, sa queue possède environ 15 vertèbres. Chez les oiseaux modernes, comme le poulet, il n'y a plus que 5 à 8 vertèbres. Comme cette transition s'est faite sur une très courte période, je suis sûr que le poulet et tous les oiseaux modernes ont la capacité d'acquérir une longue queue de dinosaure. Hans Larsson appartient à une génération de paléontologues qui est à la pointe d'une nouvelle science. Ce globe-trotter a découvert 7 nouvelles espèces, dont un carnivore géant dans l'Arctique. Mais ses activités ne s'arrêtent pas là. Il travaille aussi en laboratoire, où il s'intéresse à la génétique moléculaire. Il a notamment étudié la façon dont la queue des poulets se forme. Pour cela, il a examiné des embryons à différents stades de leur développement. Sur un embryon d'1 jour et demi, il a fait une curieuse découverte. Il s'attendait à voir entre 4 et 8 vertèbres, comme chez un poulet adulte. En fait, on observe jusqu'à 16 vertèbres parfaitement formées sur cet embryon. Il existe donc une queue assez allongée chez les oiseaux, à un stade précoce de leur développement. Puis, elle devient de plus en plus courte, jusqu'à ce que l'animal sorte de l'œuf. Là, il n'a plus que 5 vertèbres environ. L'embryon de poulet possède donc une queue presque aussi longue que l'Archéoptérix. Ce dernier constituerait-il le chaînon entre les dinosaures et les oiseaux? Depuis environ 150 millions d'années, ce genre de queue a disparu chez les oiseaux, mais ils la possèdent toujours au stade embryonnaire. Pour aller plus loin, Hans Larsson a tenté d'inverser le cours de l'évolution en faisant pousser une longue queue de dinosaure sur un poulet. Il a commencé par identifier les gènes qui pourraient être impliqués dans la croissance de la queue. Que se passerait-il si ces gènes s'exprimaient jusqu'au bout? Pour le savoir, il a injecté dans un embryon la protéine que chaque gène fabriquerait s'il restait actif au lieu de se désactiver. Quelques jours plus tard, il a regardé si la queue était plus longue que la normale. Il a répété cette expérience avec différents gènes, l'un après l'autre. Au bout de plusieurs mois, victoire! On a constaté qu'on pouvait allonger légèrement la queue. On compte 3 vertèbres supplémentaires. Ce qui est encore plus passionnant, c'est que la charpente sur laquelle ces vertèbres se développent s'allonge aussi. Le mécanisme génétique qui permet d'acquérir une queue de dinosaure serait donc intact chez les oiseaux modernes. Simplement, il se désactive plus tôt. Ça montre comment on peut passer de la morphologie d'un dinosaure à celle d'un oiseau. Maintenant, on peut étudier directement les paires de bases du génome pour voir ce qui change entre les deux. De cette façon, serait-il possible de revenir en arrière? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire pousser expérimentalement une queue d'aspect 100% dinosaurien sur un oiseau moderne. Le mécanisme qui le permet est déjà présent. Si les oiseaux peuvent acquérir une queue de dinosaure, pourquoi pas des dents? L'ADN d'un oiseau contient-il d'autres traits propres aux dinosaures? Parfois, un caractère ancestral disparu réapparaît spontanément. C'est ce qu'on appelle un atavisme. Ce dauphin découvert récemment possède des pattes arrière. Les dauphins modernes en sont dépourvus, mais leurs ancêtres en avaient. Aujourd'hui, les gènes qui déclenchent la formation des pattes sont désactivés. Mais le circuit génétique qui permet de les développer est toujours là. De temps en temps, une mutation le remet en marche. Certains bébés humains présentent à leur naissance un autre atavisme. Une queue dotée de vertèbres, rappel de notre lointain passé. En 2005, Matt Harris et John Fallon de l'Université du Wisconsin ont découvert un nouvel atavisme. Un autre lien entre les oiseaux et les dinosaures.
À l'époque, Matt Harris fait des recherches sur les poulets mutants. Un soir, sur un embryon de 14 jours, il remarque un détail étrange. J'ai regardé la tête, et sur le bec, il y avait des structures qui n'auraient pas dû y être. Elles ressemblent à des dents. Il les montre à John Fallon, son directeur de thèse. On a eu un choc. Un poulet qui sourit, ça fait bizarre. Mais s'agit-il vraiment de dents? D'ailleurs, à quoi pourraient bien ressembler des dents d'oiseaux? On s'est demandé qui étaient les plus proches parents vivants des oiseaux. C'était les crocodiliens et les alligators, des animaux qu'on pouvait étudier. Les deux hommes dissèquent le bec pour examiner les mystérieuses structures. Elles sont en forme de sabre, comme celles des alligators. Ils en découpent une et la comparent à une coupe de dents d'alligator au même stade de développement. On voit ici, chez cet embryon d'alligator, de petites bosses qui sont en fait des dents en formation. Chez le poulet mutant, les mêmes mécanismes de développement sont activés dans les mêmes régions. Ce sont bien des dents. Leur poulet mutant serait donc en train d'acquérir des dents similaires à celles des alligators, des tyrannosaures et des archéoptérix. Tous les poulets possèdent-ils encore ces attributs hérités des dinosaures? Pour le savoir, Matt Harris tente de faire pousser des dents sur un poulet normal. Dans un embryon, il injecte un virus à l'endroit où le bec doit se former. Ce virus va pénétrer dans l'ADN du poussin et apporter un gène qui déclenche l'apparition des dents chez d'autres animaux. Matt Harris pense que ce gène est présent dans l'embryon, mais a simplement cessé de s'exprimer. Son expérience est un coup de poker. La dent est une structure très complexe. L'idée d'activer un gène pour essayer d'en faire apparaître sur un animal qui n'en avait pas eu depuis 70 millions d'années, c'était un pari fou. 2 semaines plus tard, il examine l'embryon. Ce qu'on a observé est extraordinaire. Voici le bec d'un de ces poussins. On voit très clairement sur la mâchoire inférieure des structures qui ressemblent à des dents. Un poulet normal peut donc avoir des dents. On a été très surpris. C'était totalement inattendu. Les oiseaux ont donc conservé la capacité de former des bourgeons de dents. Le gène impliqué dans leur apparition est présent chez eux, mais désactivé. Et ces dents ont la même forme incurvée que celle des dinosaures. De plus, les recherches indiquent que les oiseaux ont gardé d'autres caractères physiques ancestraux. Autant d'atouts supplémentaires pour arriver à faire revivre les dinosaures. Mais si on peut faire réapparaître certains attributs, d'autres en revanche nécessitent d'être supprimés. Les plumes, par exemple. Justement, de nouvelles expériences montrent qu'on pourrait donner aux oiseaux une peau écailleuse comme celle d'un tricératops ou d'un tyrannosaure. Matt Harris et John Fallon pensent avoir découvert le gène qui a transformé les écailles des dinosaures en plumes. Le premier indice leur a été fourni par une espèce ancienne de poule chinoise, la poule soie. Elle possède des plumes primitives proches de celles que devaient porter les dinosaures. Mais cet animal présente aussi des différences frappantes avec les autres oiseaux. Quand on regarde une poule normale, on voit des écailles sur les pattes, alors que la poule soie a des plumes. Les oiseaux possèdent donc des gènes qui permettent de fabriquer les deux. En outre, les écailles et les plumes ont un autre point commun. Elles sont faites de la même protéine, la kératine, qu'on trouve aussi dans nos ongles.
Avec d'autres chercheurs, Matt Harris a découvert que 2 gènes intervenaient dans le développement des plumes. Il a donc eu une idée. Essayer de faire pousser des plumes sur les pattes d'un poulet en activant l'un de ces 2 gènes. Pour cela, il a enrobé la patte d'un embryon avec la protéine fabriquée par ce gène. En bleu, voici le résultat, l'apparition de plumes primitives. Elles ont poussé à la place des écailles. Au départ, j'ai été sidéré. Puis j'ai appelé John et il m'a dit « Oui, ça ne fait aucun doute ». Ces recherches révèlent quelles modifications génétiques ont provoqué l'évolution des écailles en plumes. À l'inverse, une légère manipulation pourrait permettre de repartir en arrière et de remplacer les plumes d'un oiseau par une peau écailleuse. Je pense qu'on finira par y arriver. Les informations génétiques nécessaires existent chez les oiseaux. Si leurs ancêtres avaient des écailles, on devrait pouvoir en faire pousser sur eux. Une autre différence entre les dinosaures et les oiseaux semble plus difficile à combler. Les premiers possèdent des mains, alors que les seconds ont des ailes. Or, ces 2 attributs aussi sont génétiquement semblables. Les dinosaures étroitement apparentés aux oiseaux possèdent 3 doigts très allongés. 1, 2 et 3. Ces doigts sont parfaits pour saisir les proies. Si on prend les oiseaux modernes, eux aussi ont 3 doigts, même si on ne les voit pas toujours. 1, 2 et 3. Mais ils sont modifiés pour permettre le vol. On sait maintenant que les 3 doigts d'une patte d'oiseau trouvent leur origine dans les 3 doigts d'une main de dinosaure, aussi bien génétiquement qu'anatomiquement. Hans Larsson est convaincu qu'en poursuivant les recherches, on pourrait un jour transformer les ailes d'un oiseau en mains de dinosaures. Toutes ces expériences mettent en lumière les liens évolutifs entre les dinosaures et les oiseaux. Pour la plupart des chercheurs, elles se suffisent à elles-mêmes. Mais elles soulèvent aussi une interrogation. Si quelqu'un était assez fou pour essayer de créer un proto-dinosaure à partir d'un oiseau, pourrait-il y parvenir? La réponse à cette question repose sur les progrès fulgurants réalisés dans le séquençage du génome, l'intégralité du code génétique d'un animal. Des appareils appelés séquenceurs décodent des séquences complètes d'ADN. On peut même décrypter des gènes individuels. On n'a pas seulement décodé le génome de l'homme, mais aussi celui du cheval, du chat, du chien, de la souris et du poulet. Pour créer un dinosaure, Jack Horner partirait d'un émeu. Les émeux possèdent toutes les caractéristiques qui permettraient de fabriquer un dinosaure de la taille d'un vélociraptor. Ils sont suffisamment gros. C'est déjà la bonne taille. Les plumes sont très similaires à celles des fossiles trouvés en Chine. Et regardez les pattes. Elles ont des écailles. Ce sont des pattes de dinosaures. Si je devais créer un dinosaure, je partirais de cet animal. On commencerait par ajouter au génome de l'émeu certains caractères. On pourrait le doter d'une queue, allonger ses membres antérieurs et remplacer ses ailes par des mains. On pourrait lui donner une peau écailleuse, ou des protoplumes, comme de nombreux raptors en possédaient. On pourrait renforcer ses pattes arrière, et même lui donner des dents, et peut-être le système digestif d'un oiseau carnivore, comme le vautour. Cet animal ressemblerait énormément à un dinosaure.
On pourrait l'appeler l'émeuosaure. Mais serait-il vraiment pareil à un dinosaure? Physiquement, il pourrait évoquer le troodon. Et les vestiges fossiles montrent que des comportements aviaires existaient déjà chez les dinosaures. Ils s'occupaient de leurs œufs, vivaient en groupe et consommaient des charognes. Les oiseaux prennent soin de leurs petits. Les dinosaures le faisaient aussi. Les oiseaux sont très sociables. Les dinosaures l'étaient aussi. Tous les comportements découverts chez les dinosaures sont similaires à ceux des oiseaux. Selon Hans Larsson, certains comportements nouveaux pourraient même apparaître spontanément. Si on fait pousser une longue queue sur un embryon d'oiseau, son comportement pourrait changer pour s'adapter à ce nouvel attribut. Il ne présenterait sans doute pas, comme les dinosaures, un cerveau plus petit et des structures et des connexions cérébrales différentes. Mais il pourrait changer de comportement, même très légèrement, pour mieux s'adapter à la nouvelle forme de son corps. C'est peut-être d'ailleurs ce que les dinosaures ont fait. Et son intelligence? Selon Jack Horner, l'organisation sociale et l'intellect des dinosaures n'étaient pas supérieurs à ceux des oiseaux. Certains oiseaux sont même sans doute plus intelligents. Mais pourra-t-on produire un jour un émeuosaure? Et si oui, comment? Et si on pouvait créer les gènes d'un proto-dinosaure? Pourrait-on en fabriquer un comme dans Jurassic Park? En théorie, oui. Il suffirait de manipuler l'ADN d'un émeu pour le doter de nouveaux caractères. Puis, d'implanter cet ADN dans un œuf d'émeu pour obtenir un nouvel animal. La réalité n'est pas aussi simple. Pour commencer, il faudrait fabriquer de l'ADN de dinosaures. Pour cela, il existe déjà des appareils appelés synthétiseurs. Ils lient les unes aux autres les unités élémentaires de l'ADN, les paires de base. Cependant, ils ne peuvent produire actuellement que des brins d'ADN longs de 600 000 paires de bases, alors que l'ADN d'un oiseau en contient 1,8 milliard. Mais ces appareils évoluent très vite, et il ne serait peut-être pas nécessaire de reconstituer l'ADN complet, juste de remplacer de petits fragments. On a déjà de petits chromosomes artificiels qui se sont développés et divisés, dont les gènes se sont exprimés. La science progresse très vite. On peut non seulement séquencer des gènes, mais les assembler pour fabriquer de longs brins d'ADN. On a la technologie pour le faire. Si on parvient à créer de l'ADN de dinosaures, pourra-t-on fabriquer un animal avec? Peut-être, dans un laboratoire de clonage. Mark Westhuizen est un spécialiste en la matière. Lui et son collègue Dewey Kramer de l'université A&M du Texas ont cloné plus d'espèces animales que quiconque. Il adore les pommes. Ils ont ainsi cloné un cerf de Virginie, un taureau. C'est un gros bébé. Et cette chatte, qui depuis a eu des petits. Pour créer un émeuosaure, il faudrait partir d'un œuf d'émeu. La technique serait la même que pour un ovule de vache. Pour commencer, on place l'ovule sous un microscope et on prépare une pipette de succion. Ensuite, il faudrait enlever l'ADN existant. Là, ce qu'on va faire, c'est vider l'ovule de son ADN, l'énucléer. Puis, il faudrait insérer l'ADN artificiel dans l'œuf d'émeu. Ce que vous voyez ici, c'est une cellule. En l'occurrence, il s'agit d'une cellule bovine. La difficulté, c'est de l'injecter dans cet espace, ici. Ensuite, on fait fusionner ces deux cellules pour transférer les chromosomes dans le cytoplasme de cet ovule. Et l'ovule le traite comme si c'était un spermatozoïde. Il faudrait alors trouver le bon cocktail chimique pour déclencher la fécondation. Enfin, il faudrait implanter l'œuf fécondé dans un émeu femelle et espérer qu'il se développera et éclora. Mais tout cela n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser.
Au cours des 10 dernières années, on a découvert que l'ADN seul ne suffit pas pour créer un embryon vivant. L'ovule apporte aussi des molécules essentielles. Celles-ci se lient à l'ADN et lancent le mécanisme qui dicte le moment où les gènes s'activent et se désactivent. Personne ne sait si un œuf d'émeu moderne fournirait le mélange chimique capable d'activer les gènes d'un ADN préhistorique. Créer un dinosaure à partir de zéro est donc un immense défi. Si on peut obtenir de l'ADN viable, l'un des éléments essentiels de l'équation, on peut raisonnablement supposer qu'on y arrivera. Jusqu'ici, tout indique que c'est faisable. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Aujourd'hui, aucun chercheur n'essaie de créer un animal de parc d'attractions comme dans Jurassic Park. Le but est seulement de comprendre comment fonctionne l'évolution. Ces expériences permettent d'en savoir davantage sur le passé génétique des animaux et le nôtre. Mais avec suffisamment de temps et d'argent, pourrait-on créer une telle créature à partir d'un oiseau? Pour Sean Carroll, il y aurait de nombreux obstacles à franchir. On pourrait tenter de modifier tel ou tel caractère. Il faudrait procéder par tâtonnement et passer par un nombre incroyable d'étapes. Je ne peux même pas imaginer combien de temps il faudrait pour avancer dans cette direction. Jack Horner, lui, pense que ce sera possible dans le futur. Je suis convaincu qu'on pourrait le faire. Les chances de pouvoir créer un oiseau doté de nombreuses caractéristiques dinosauriennes sont très élevées. Hans Larsson va encore plus loin. Selon lui, dans une centaine d'années, il sera possible de produire des animaux en tout point semblables aux dinosaures. On pourrait prendre tout ce qu'on sait sur le développement, en génétique et dans d'autres domaines, et recréer n'importe quelle anatomie existant dans la nature. Pourquoi ne pas prendre toutes ces informations, les modifier un peu, et fabriquer un tyrannosaure, ou un animal qui lui ressemble parfaitement? Ce genre de scénario est tout à fait possible, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Alors, impossible Jurassic Park? Peut-être pas.